Merci de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Les 8 et 10 mai prochains, la ville de Maroua va abriter une grande mobilisation en vue du soutien massif à la candidature du président Paul Biya. 100 000 jeunes des 6 départements de la région de l'extrême nord y sont attendus. Mais derrière cette démonstration de force politique annoncée se cache un budget qui cristallise les attentions. 1,347 milliard de francs CFA pour une rencontre de 2 jours. Si le montant fait réagir, le comité d'organisation justifie les sources de dépenses par la confection de gadgets à hauteur de 200 millions de francs CFA, la location et le rafraîchissement pour 150 millions, 500 millions pour la motivation des participants et 108 millions pour la location des véhicules, entre autres. Autant d'investissements pour une rencontre annoncée dans l'une des 3 zones économiquement sinistrées du pays, car l'extrême nord est confronté à la crise sécuritaire de Boko Haram, aux dégâts causés par les dernières inondations et à l'insécurité alimentaire. Question, pourquoi dépenser autant d'argent pour une rencontre politique dans une région qui connaît des problèmes sécuritaires et économiques majeurs? On aura les éclairages de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau. Mais avant, comme tous les soirs, place au journal. En ouverture, parlons de l'affaire Diane Yango. Eric Bekobé, l'époux de la défunte, est libre depuis plusieurs semaines, contrairement à la rumeur annonçant sa remise en liberté il y a 2 jours. Une libération conforme à la loi selon Maître Tchakounte, avocate de la famille de feu Diane Yango, qui précise que le mis en cause a retrouvé son domicile 3 jours après le verdict du 1er avril du tribunal de Bonondjo. Une information qui vient clarifier celle abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Elle s'exprime dans cet élément d'Olivier Fotso et Fontreni Marquez. The dust is yet to settle on the Diane Yango affair following the release of her husband, Eric Mekobe, days after the Bonondjo court handed him a 5-year suspended sentence, contradicting reports that Mekobe was released on Monday, as claimed by some social media platforms. Barrister Charlotte Tchakounte, lawyer for the late Yango's family, asserts that Eric's release is justifiable. Oui, la libération de M. Mekobe est normale. La décision rendue permet qu'il soit libre puisqu'il a été condamné avec sursis. Ça veut dire qu'il n'exécute pas les 5 ans d'emprisonnement qui lui ont été donnés. C'était avec sursis. Ça veut dire qu'il n'entre pas en prison. S'il était libre, il ne serait jamais entré en prison. Et comme il était en prison, on le libère. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que les gens disent ces derniers temps, il n'a pas été libéré avant-hier, lundi. Non, il a été libéré entre le 3 et le 4, donc 2 ou 3 jours après la décision. Barrister Tchakounte further clarified that her appeal did not suspend the implementation of the presiding judge's decision. Moi, j'ai relevé appel 2. Le lendemain, la décision est intervenue le 1er et j'ai fait appel le 2. Je crois que le ministère public également a fait appel entre le 2 et le 3. Et la décision, je vais dire que l'appel que j'ai relevé ainsi que celui du ministère public ne suspend pas, n'empêche pas l'exécution de la décision. Donc c'est normal qu'on le mette en liberté et nous croyons que quand l'affaire va arriver à la cour d'appel, les choses seront revues autrement, sinon conformément à la loi et aux faits pour lesquels il avait été arrêté. She also explained the implications if Eric Mekobe were to escape. Mais s'il fuit, c'est qu'il a fui, malheureusement. The lawyer stated that she has done everything possible and is now waiting for the appeal process to unfold. Il fallait payer certains frais, je l'ai fait. Il fallait déposer le mémoire d'appel, je l'ai également fait. Donc, en ce moment, nous attendons juste que la cour d'appel enrôle l'affaire et nous appelle pour qu'on plaide à nouveau. However, the time frame for the appeal court to hear the case remains unknown, as explained by Barrister Charlotte Tchakounte.
Autre affaire, celle du ministère public Mpako Victor et Boum Laurent contre Ndjeboum et Penda Ounana. Les avocats de la famille Mpako dénoncent un dossier biaisé, truffé d'anomalies et de faux prévenus. Près de 2 ans après la disparition mystérieuse de l'ingénieur sur le chantier du barrage de Nachtigal, l'affaire rebondit devant le tribunal de Nanga et Boko lors d'une audience qui a lieu ce mercredi 23 avril. Face au silence persistant d'EDF et à l'opacité de l'enquête, les proches du jeune ingénieur réclament justice et exigent que les véritables responsabilités soient enfin établies. Sébastien Oyébé, de retour de Nanga et Boko, nous fait l'économie de cette audience. Affaire ministère public Mpako Victor, Mboum Laurent contre Ndjeboum et Penda Obama. Une énième audience a eu lieu ce 23 avril au tribunal de première instance de Nanga et Boko. Les avocats de la famille de Mpako dénoncent un dossier truffé d'anomalies et de faux prévenus. Ils réclament la reprise totale de l'enquête. Nous avons demandé en vertu de l'article 390 du Code de procédure pénale que le magistrat qui est à l'audience aujourd'hui, qu'elle décide par avant dit droit de nommer un ou des magistrats instructeurs chargés de reprendre l'enquête de bout en bout et de traduire devant le tribunal les vrais responsables à divers niveaux. Les avocats de la famille ont pointé de nombreuses irrégularités dans le dossier présenté. Selon eux, les personnes citées, prévenues, assureurs, conducteurs de la chaloupe, ne sont pas les véritables acteurs impliqués. Tout le dossier d'enquête, on a omis d'entendre les survivants, n'est-ce pas, de la catastrophe. Ils étaient, selon NHPC dans son communiqué, 5. Mais la vidéo que nous avons, que notre client a, que la partie civile a, montre 6 personnes. Et dans cette vidéo, le chauffeur qui a comparu aujourd'hui n'est pas celui qui est dans cette vidéo-là. Au-delà de la disparition de Victor, cette affaire révèle les limites du système judiciaire face aux grandes entreprises. Dernièrement, le ministre a écrit une lettre, une circulaire qui a été publiée sur les enquêtes bâclées, les manquements. Et nous pensons que, n'est-ce pas, cette mise en garde, ce rappel, oui, à l'ordre du jour, n'est-ce pas, de notre justice en ce moment, devrait guider ceux qui ont en charge ce dossier pour qu'ils essaient d'orienter leur travail vers la recherche de la vérité. L'audience a donc été renvoyée au 21 mai prochain. La famille espère que la vérité sera enfin reconnue. À Douala, la présidente du conseil d'administration du REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, attribue le cambriolage de son siège à la mise sous scellé prolongée des lieux. Maître Alice Combs a fait cette déclaration peu de temps après l'incident qui s'est produit un peu plus tôt ce mercredi. Selon elle, impliquer la police dans l'enquête serait une perte de temps. Olivier Fotso et Fondre Desmarquet se sont entretenus avec Maître Alice Combs et les habitants vivant autour du siège du REDAC, suivant le reportage. Residents around REDAC headquarters in Bali, Douala 1 subdivision, have testified that hoodlums invaded and burgled the building. Barrister Alice Combs, REDAC board chair, confirms this. Le REDAC, les locaux du REDAC avaient été visités avec beaucoup de violence par des gens qui sont venus, qui ont, comment dirais-je, cassé les murs et volé des climatiseurs, des ventilateurs, enfin, ils ont eu la possibilité qu'on nous a refusé d'entrer dans la maison puisque le ministre de MINAT, administration territoriale, a mis les scellés sur le REDAC. The REDAC board chair regrets that the incident occurred while they have been denied access to the building by the Minister of Territorial Administration. Nous n'avons pas la possibilité d'entrer. Les scellés de monsieur le ministre sont toujours là. Il ne les a pas enlevés. Il les a apposés sans nous consulter, sans nous informer, sans nous, rien, pas de mise en demeure préalable. Et c'est lui, selon son bon vouloir, qui va les enlever quand il estimera qu'il peut les enlever. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, on est des SDF. On n'a plus de droit
le droit au domicile. On ne peut pas entrer, il y a les scellés de monsieur le ministre qui sont encore là. Barrister Alice Nkom finds it ironic to involve the police in investigating the incident. Je saisis la police, pourquoi? Pour qu'ils fassent l'enquête. Qu'est-ce que je vais dire à la police? Vous devez dire à la police, voilà, les gens sont venus chez moi, voilà ce qu'ils ont fait. Est-ce que je suis chez moi? Le ministre nous a mis à la porte, a sorti tout le monde à travers le sous-préfet et ils ont bouclé tout. Je vais dire quoi? C'est eux qui assurent la sécurité des personnes et des biens. Ils créent l'insécurité et le chaos et moi je vais aller me plaindre chez qui? Chez eux? Je fais quoi? At the Redac headquarters, law enforcement officers in civilian attire were gathering information to initiate an investigation. Et la présidente du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale s'interroge également sur les raisons pour lesquelles les bureaux du REDAC restent fermés. Pourtant, les 3 mois de suspension du ministre de l'administration territoriale se sont écoulés. Maître Alice Nkom a fait part de son inquiétude au micro de Brice Fotso. C'est lui qui a donné une date. Il a mis « je mets les scellés pour 3 mois ». Nous, on n'a pas eu de procès verbal pour savoir quand est-ce que les 3 mois commencent. Il n'y a pas eu un procès verbal qui dit, bon, procès verbal d'apposition des scellés ce jour-le, pour nous donner. On ne sait pas. On n'est pas censé savoir qu'il a mis pour 3 mois ou 4 mois. Mais lui, il le sait. Qu'il enlève comme il a mis. Celui qui a pu mettre peut seul enlever. Vous croyez que je vais me transformer en vandale pour rentrer chez moi? Je ne vais pas me transformer en vandale. C'est une autorité qui a mis, c'est une autorité qui enlève. Il y a le parallélisme des formes. Je n'ai pas envie de me bagarrer avec le ministre. Il a mis, quand il voudra, il va enlever. Quand il va enlever, je vais rentrer chez moi. En éducation, cette fois, le 3e trimestre d'une année scolaire est le trimestre le plus court, vous le savez, celui pendant lequel plusieurs élèves perdent parfois la motivation et l'engagement. Selon les inspecteurs pédagogiques, les échecs aux examens officiels et de fin d'année scolaire sont dus à ce relâchement. L'inspecteur régional chargé de l'enseignement des lettres, arts et langues s'exprime à cet effet dans ce reportage de Loïc Tegia et Franck Tassanka. Effectivement, il y a ce relâchement après la reprise du 3e trimestre. Le constat est clair. Après le retour des congés de Pâques dans les établissements scolaires, la motivation et l'engagement manquent à certains apprenants. Ils doivent savoir ce qui les attend à la fin de l'année. Puisque quand ils vont en congé du 2e trimestre, au lieu de se mettre au travail, ils sont plutôt dans les jeux. Ils s'oublient. Et nous, les parents. Pour cet inspecteur pédagogique que nous rencontrons à la délégation régionale de l'enseignement secondaire de l'Ouest, le 3e trimestre de l'année scolaire est le plus court et le plus décisif. Enseignants, parents et élèves, chacun a un rôle précis à jouer en cette veille des examens officiels. Et aussi, nous devons, nous les enseignants, multiplier les exercices types d'examen, que l'enfant ne découvre pas d'épreuves d'examen pendant la session, qui est totalement différente de ce qu'on lui a présenté toute l'année. Les parents ont un très grand rôle à jouer. Il est vrai que c'est l'élève ou l'apprenant qui est au centre de l'apprentissage, mais les parents doivent continuer à les conseiller tous les jours. Les candidats aux examens de fin d'année descendent dans l'arène d'ici le mois de mai prochain. Pour ce cadre de l'éducation, 2 facteurs pourraient expliquer l'échec de certains candidats. Lors des examens officiels, parfois même les élèves brillants échouent. Pourquoi? Parce qu'ils développent en eux le stress. Ils ont peur. Donc il faut toujours mettre en tête qu'il y a un examen qu'on doit présenter à la fin d'année et suivre et respecter. C'est pour ça que nous avons, à notre niveau, nous avons pensé organiser les examens blancs régionaux, c'est-à-dire pour préparer davantage ces élèves pour qu'ils se familiarisent davantage avec les épreuves types d'examen. En rappel, le 3e trimestre de cette année scolaire a débuté mardi 23 avril. Les élèves de classe d'examen affrontent les épreuves des examens blancs la semaine prochaine.
Mettre en lumière le rôle des architectes dans l'aménagement urbain dans un contexte où les enjeux de sécurité et de qualité architecturale sont plus que jamais d'actualité. Tel est l'objectif principal de l'Ordre national des architectes du Cameroun qui d'ailleurs s'apprête à célébrer ses 50 ans d'existence. À cette occasion, l'ONAC entend sensibiliser les pouvoirs publics ainsi que l'ensemble des Camerounais à l'importance de la profession à travers une semaine commémorative placée sous le thème « Bilan, défis et perspectives » prévu du 5 au 10 mai 2025. Face à la presse ce mercredi à Yaoundé, le président de l'Ordre, Jean-Christophe Ndongo, a présenté le programme de cet événement à venir. Je vous propose de l'écouter au micro de Julien Bapongué. Nous espérons avoir également des civils pour leur expliquer le rôle de l'architecte. Qu'est-ce qu'un architecte ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir architecte ? Combien coûte un architecte ? Parce que les personnes pensent à tort que les architectes sont chers. Et nous espérons également avoir beaucoup d'étudiants et d'élèves pour les intéresser à cette profession. Le 5 mai, il y aura une journée, la cérémonie d'ouverture. Et le 5 mai, qui est un lundi, le lundi 5 mai, il se trouve que c'est également la journée mondiale du patrimoine africain. Et ensuite, il va y avoir des conférences, des séminaires, des échanges B2B. Le samedi 10 mai, au matin, il y aura la prestation de serment de 165 nouveaux architectes. Et le samedi 10 mai, toujours en soirée, il y aura une soirée où nous allons remettre des awards. Nous avons décidé d'honorer nos architectes, d'honorer 50 ans. Donc 50 premiers architectes seront honorés par la remise de awards. Minute présidentielle. Et les minutes présidentielles numéro de ce soir s'intéressent aux exceptions de la période d'inscription sur les listes électorales. Dans la vie pratique, il arrive que les citoyens soient obligés de quitter leur ville de résidence pour s'installer ailleurs, parfois à des milliers de kilomètres pour des raisons professionnelles ou autres, après s'être inscrits sur la liste électorale dans leur précédente ville ou localité. Et ils arrivent surtout dans leur nouveau lieu de résidence quand la période d'inscription légale est close. Doivent-ils alors manquer d'exercer leur droit de vote si une élection pointe à l'horizon? Que non, le code électoral a tenu compte de ces cas. Roland Tapi. Il faut déjà préciser, pour compléter le précédent sujet sur la période des inscriptions, qu'au terme des articles 82 et suivants, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, sans condition de résidence et lorsque ces mutations entraînent un changement de résidence. A. Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite, les militaires démobilisés après la clôture des délais d'inscription. 2. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent également aux agents du secteur privé mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 3. Les demandes d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision sont accompagnées des indications nécessaires et déposées dans les services du démembrement communal d'Elections Cameroun. Article 83.1. Les demandes sont examinées par la commission de révision des listes électorales dans un délai de 9 jours et au plus tard 6 jours avant la date du scrutin. Les décisions de la commission sont notifiées sans délai aux intéressés. Autrement dit, un enseignant par exemple qui est affecté de Douala pour Yaoundé au mois d'août alors qu'il était inscrit sur la liste dans une commune à Douala, il est évident que s'il y a élection dans les mois à venir, on ne va pas lui imposer la contrainte de rentrer à Douala pour voter. Une fois à Yaoundé, même si les listes sont closes au 31 août comme le dit la loi, il peut aller dans le bureau ELECAM de sa commune introduire une demande d'inscription sur la liste électorale en justifiant du fait qu'il vient d'être affecté. Pareil pour un fonctionnaire qui va à la retraite et doit s'installer dans son village. Il n'aura pas besoin de rentrer en ville voter, il peut s'inscrire sur la liste. Le code électoral précise que cette inscription doit être expresse. Je cite. La commission inscrit l'électeur sur la liste électorale ainsi que sur le tableau additif qui est publié au plus tard 4 jours avant la date du scrutin. Fin des citations. Bien entendu, cette situation concerne toute autre personne qui peut justifier de ce qu'il vient d'arriver dans une localité et qu'il doit s'y installer désormais. Cela concerne les Camerounais de l'étranger qui rentrent au pays quand les listes sont closes. Inscrits ou pas ailleurs, ils peuvent s'inscrire.
Il est évident qu'une nouvelle inscription annule la précédente sans que le citoyen fasse un effort supplémentaire. D'après l'article 73 alinéa 1, je cite, « Lorsqu'un électeur a été inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte, sauf option contraire de l'électeur. La radiation sur les autres listes a lieu d'office. » Fin de citation. C'est ici qu'entre en jeu l'importance de l'informatisation des listes. Si le travail est bien fait à ce niveau, les ordinateurs de ELECAM doivent automatiquement signaler qu'une personne déjà inscrite vient de se réinscrire dans une autre localité, et si le fichier électoral est bien conçu, la machine annulera automatiquement l'inscription précédente. D'où l'importance de la liste nationale des électeurs qui doit être uniformisée, et c'est tout le sens de l'article 80, je cite. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Fin de citation. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Projet propagandiste d'appel de 100 000 jeunes de l'extrême nord Cameroun a marché pour soutenir le chef de l'État, le président national du RDPC au scrutin d'octobre prochain. Des dignitaires et cadres du parti dans la région cassent la tirelire et mettent sur la table 1,347 milliard de francs CFA pour une mobilisation d'envergure autour de la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle à venir. Sur ce montant figurant sur un document en circulation sur les réseaux sociaux, une enveloppe de 758 millions de francs CFA est allouée à la prise en charge de 100 000 jeunes attendus, soit 1 500 de rations journalières et 5 000 de frais de participation pour ces jeunes vivant avec moins de 800 francs par jour. Le paradoxe des paradoxes dans ces lignes de dépenses, c'est le montant dérisoire de 47 millions de francs CFA accordé à seulement 47 jeunes porteurs de projets sur des milliers de désœuvrés dans une région à plusieurs centaines de villages enclavés sans la moindre infrastructure sociale de base. Les enfants de la fille aînée du renouveau sont-ils du bétail électoral juste au service d'une instrumentalisation de politiques politiciennes au bénéfice des élites RDPC de cette région de l'extrême nord? La lecture de Jean-Paul Chouillat. Au-delà des batailles en sourdine, avérées ou non des caciques du RDPC, autour de la marche des jeunes en soutien à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2025, cette mobilisation annoncée de 100 000 jeunes des 6 départements de l'extrême nord Cameroun suscite des controverses au sein des élites de cette région. Et ce qui choque et fait désormais enfler la polémique autour de cette manifestation, c'est l'indécence morale de son budget. 1,347 milliard de francs CFA, consacrés juste pour demander au président national du RDPC de se représenter au scrutin d'octobre prochain. Peu importe la pauvreté rampante dans leur région, la misère et le chômage dans lesquels baignent des milliers d'enfants de la fille aînée du renouveau. L'objectif, c'est d'affirmer de vive voix coûte que vaille qu'ils sont de tout cœur avec l'homme du 6 novembre 82 et le soutiennent tant qu'il est au pouvoir. Cette initiative tendant à confirmer la thèse très répandue que les populations du septentrion et partant celles de l'extrême nord passent pour du bétail électoral. Des élites de cette région et des organisations de la société civile dénoncent et condamnent cette instrumentalisation programmée d'une jeunesse désœuvrée à des fins de politique politicienne, surtout à la veille d'une échéance électorale décisive pour l'avenir du Cameroun. Au-delà du montant global arrêté, 5 rubriques de ce budget donnent du tournis aux âmes lucides, soit 818 millions de francs CFA. Et dans la répartition par poste de dépenses, 108 millions affectés au transport des participants, 65 millions pour les chefs traditionnels, les autorités administratives et les forces du maintien de l'ordre. La plus grande curiosité dans l'affaire, les 650 millions de francs CFA alloués à la restauration et la motivation financière des 1000 jeunes, soit un repas de 1500 à consommer pour la journée et 5000 francs CFA pour le travail abattu, sans garantie aucune de les empocher à la fin de cette marche de soutien. Et le plus intriguant dans ce paradoxe des paradoxes, c'est la plus ridicule de 47 millions de francs CFA accordés à 47 jeunes porteurs de projets sur des milliers en situation précaire et qui peinent à lancer une activité génératrice de revenus, tous vivant dans des centaines de villages très enclavés, sans un seul point d'eau potable, ni électricité, école et centre de santé.
Si la certitude dans cette manifestation en vue, c'est la mobilisation d'1,347 milliard de francs CFA qui n'est pas sortie des caisses de l'État. Sa provenance reste à questionner. Des précisions que pourrait apporter son initiateur de surface, El Hadj Bouka Abdourahim, directeur du cabinet de son mentor, le président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril. Cet appel à manifester à tout prix un indéfectible soutien à Paul Biya avec son ardoise d'1,347 milliard de francs CFA flambés, ravi de très loin la vedette, aux 55 millions de francs CFA dépensés à la production du film. Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux, dont la projection dans les 10 régions du pays a coûté au bas mot une dizaine de millions de francs CFA. Et on en parle justement avec nos invités. Abdulaziz Konaté, analyste politique, membre de la société civile, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Abdulaziz. Bonsoir Madame Mayo. Je vois bien là le subterfuge dans la présentation de mes casquettes aujourd'hui, que j'assume très certainement. Pleinement en tout cas. Et merci beaucoup de l'amitié qui me fait. C'est toujours un plaisir. C'est surtout pour que les invités ne soient pas surpris de vous voir demain sous la casquette d'analyste politique surtout, ou bien membre de la société civile. À côté de vous, Idriss Fosso, secrétaire départemental des jeunes du MRC pour le Vouri 3. Bonsoir Idriss, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Mayo, bonsoir à mes co-débattants. Je voudrais dire bonsoir à l'ensemble de vos téléspectateurs. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici. Vous savez, le MRC qui présentera son candidat aux élections présidentielles travaille sur le terrain et surtout vous remercie à travers les micros que vous nous tendez à l'effet de pouvoir apporter notre participation sur les sujets que vous mettez bien sur la table et surtout présenter ce que nous comptons faire pour les Camerounais une fois que nous serons au pouvoir. Nous espérons être à la hauteur de vos attentes ainsi que celles de vos téléspectateurs. Et on aura l'occasion de revenir sur les ambitions du MRC très bientôt, mais déjà l'actualité au sein du RDPC, notamment dans l'extrême nord, nous préoccupe ce soir. Le RDPC veut mobiliser 100 000 jeunes dans l'extrême nord pour soutenir la candidature du président de la République Paul Biya. Une manifestation est prévue du 8 au 10 mai prochain. Abdulaziz Konaté, déjà, première lecture. Quel est l'intérêt d'une telle mobilisation, déjà dans l'extrême nord et en cette période de l'année? Bon, il faut dire que on observe, et il ne faudrait pas qu'on soit surpris, Madame Mayo, qu'au fur et à mesure que nous allons aller vers les échéances proprement dites d'octobre, il va y avoir, comme qui dirait comme ça, une montée en puissance d'un certain nombre de subterfuges, de teasing qu'on va envoyer comme ça sur le plan communicationnel. Quand on connaît aujourd'hui l'importance qu'a pris les réseaux sociaux dans l'analyse sociopolitique de notre environnement aujourd'hui. Il ne faudrait donc pas se laisser, bien évidemment, embarquer sans avoir une réserve et un regard avec, je serais tenté de dire, un doigté particulier dans la quasi-majeure partie des informations que nous avons ci et là, qui aujourd'hui, malheureusement, s'avère être le seul moyen de communication sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir effectivement, n'est-ce pas, analyser les faits politiques de notre société. Quand j'ai dit cela, ça n'exclut pas, bien évidemment, l'hypothèse d'un projet comme celui que vous êtes en train d'évoquer, qui serait ou qui viendrait certainement d'une faction à l'intérieur du RDPC et qui, pour le moment, en tout cas, reste encore en gestation. Parce que s'il faut dire que c'est un projet comme tant d'autres, qui peuvent effectivement connaître une suite favorable ou pas. Donc, en même temps, il faudrait aussi, et on observe cela malheureusement au sein des masses médias, qu'il y a comme un relais nocif, bien évidemment, de ces communications-là, sans pour autant aller au fond du sujet en question pour pouvoir en savoir ce qui en découle. Et malheureusement, c'est l'environnement dans lequel nous sommes actuellement, que nous vivons aujourd'hui, qui nous impose cela. Malheureusement, il faut dire que ce projet-là peut venir d'une faction, parce que très clairement aujourd'hui, on observe qu'à l'intérieur du RDPC, il y a effectivement deux factions qui s'arc-boutent. Il y a cette faction-là des irrédentistes, ceux-là qui sont pour les non-réformes à l'intérieur du RDPC, bien évidemment, qui sont inamovibles sur une idéologie qui est totalement aujourd'hui vétuste et qui n'a rien à voir avec les aspirations
de la masse critique. Et il y a donc cette autre mouvance-là aujourd'hui qui bouscule, qui pousse, qui veut voir un vent nouveau à l'intérieur du RDPC, qui veut voir un certain nombre de réformes, qui veut aujourd'hui ouvrir véritablement le RDPC sur des sujets qui jusqu'ici restaient tabous. Et donc, vous avez donc ces deux entités-là qui généralement, vous allez observer que se frictionnent, et donc vous avez les corollaires que vous observez sur le terrain. Et notamment ceux de cette marche qui est encore en projet. Elle n'est pas encore confirmée et ma foi, il faudrait attendre. Il ne faudrait pas lire dans une boule de cristal parce que dans tous les cas de figure, pour le moment, ça reste un projet. Et ce projet peut effectivement être acheminé ou pas. Donc, on constate depuis un certain temps qu'effectivement, il y a aussi, comme qui dirait, j'encadrerais cela bien évidemment entre guillemets, une opposition à l'intérieur du RDPC qui ne veut plus forcément avoir affaire au schéma classique d'antan et qui veut plutôt avoir un autre parti ou alors une autre image, se faire une autre image de ce parti-là beaucoup plus rajeuni, avec des idées novatrices, bien évidemment, et auxquelles nous appartenons. Nous appartenons à cette faction-là qui malheureusement est celle qui subit au quotidien un certain nombre de mots que nous n'allons pas décrier ici, mais pour dire que quand il est question d'opposition, ce n'est pas simplement les autres associations, mais c'est aussi aujourd'hui à l'intérieur de ce parti-là, grand parti, il faut le dire aussi, mais dont vous voyez donc les corollaires sur le terrain, comme cette marche qui laisse transpirer un certain nombre, bien évidemment, de questionnements. Vous avez parlé de ces factions qui s'opposent plus ou moins au sein du RDPC. Pour le cas de l'extrême nord, par exemple, est-ce que la région est prête en ce moment à accueillir une mobilisation, une manifestation de cette ampleur? Quand on réexamine l'attitude de certaines élites lors de la visite du SGPR dans l'extrême nord dernièrement? Écoutez, ce n'est que la suite conséquente de tout ce qui a été programmé. Vous serait tenté de dire que on observe à l'intérieur de ce beau parti qu'il y a comme cette volonté de dynamiter les acquis internes de ce parti qui ont bien évidemment sont issus de la continuité de ce qu'a été l'UNC au Cameroun et dont s'est tagué le président national du parti au travers de son discours de 82. Il y a comme une volonté manifeste, il faut dire les choses simplement, de vouloir aujourd'hui battre en brèche ces acquis-là au travers d'un certain nombre de décisions comme ça qui sont incomprises, disons-le simplement ainsi, qui sont incomprises parce que dès 2020, il faut dire que c'était encore là, plus ou moins, la main tendue du président national du RDPC de pouvoir amener du sang neuf à l'intérieur de ce parti pour donc implémenter les politiques que je vous convoquais tout à l'heure. Mais il y a eu bien évidemment, on a rencontré bien évidemment cette faction rigide-là qui a opposé une forme de non-recevoir à l'émergence bien évidemment de ces valeurs-là. La conséquence est que depuis 2020, vous observez quand même qu'il y a une dégradation réelle sur le plan politique de ce parti-là sur le terrain. Parce que cela a constitué de grosses frustrations, il faut le dire ainsi, de grosses frustrations qui, au jour d'aujourd'hui, sont devenues difficilement digestes. Et de ce fait-là donc, vous observez que de manière véritablement accrue, vous avez effectivement, et une fois de plus encore, si besoin l'était, vous avez vu les dernières nominations au comité central qui font encore jaser à l'intérieur. Et donc, si vous avez donc cette coction-là explosive de tant de frustration, mais vous vous rendez compte, tel que vous avez vu par exemple le passage du secrétaire général récemment, qu'il y a eu une timidité, il faut le dire ainsi, à pouvoir accompagner bien évidemment les nouveaux responsables politiques sur le terrain, parce que ça ne traduit pas en réalité les aspirations souveraines bien évidemment des militants et des sympathisants de notre parti politique. Malheureusement, c'est la réalité pour le moment, mais ça reste que ce sont encore des réalités maîtrisables
si bien tant est-il que le président national, bien évidemment, daigne prendre le taureau par les cornes pour essayer de réajuster cela. C'est un peu comme la vie de tout parti, hein. En réalité, rien de nouveau. Hein, quand vous avez une longévité comme celle qu'on nous connaît, avec une expérience qu'on a, bien évidemment, vous avez enfanté des enfants, vous avez enfanté des petits-enfants qui ont aussi des ambitions et des aspirations. Et donc forcément, il y a, comme qui dirait, la marmite qui bouillonne. Rien de nouveau sous les auspices, comme voudraient le faire croire les uns et les autres, mais c'est des questions qui se posent en réalité à l'intérieur du RDPC et qui, une fois que je vous l'ai dit, comme je le fais aussi naturellement, ne relèvent pas de la violation d'un quelconque secret ou alors d'une quelconque réserve qui a été trahie ici, mais simplement de dire que ce parti-là connaît le destin qui est celui de tous les partis qui ont, ou alors les grandes organisations qui se sont inscrits dans une certaine longévité et connaissent donc un certain nombre de mots auxquels il va falloir apporter des réponses concrètes. C'est ce qu'on observe à titre corollaire du côté de l'extrême nord. Et vous me permettrez une fois de plus, quand je disais tout à l'heure dans mon propos liminaire de ne pas... faisons attention de ne pas lire dans une boule de cristal. Vous avez vu qu'il y a un document effectivement qui, je vois que vous avez repris ça d'ailleurs là tout à l'heure, qui circule dans les réseaux sociaux avec des chiffres. Oui. Mais simplement, je vous porterai quand même l'observation que vous avez bien fait de constater que ce n'est signé qu'au-signé par personne. C'est un document que vous ou moi aurez pu imaginer sur notre petit ordinateur et l'aurait placardé dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il suffit simplement d'un document comme celui-là pour commencer à porter des analyses effrénées, point d'interrogation? On aurait dû avoir un nom, au moins caracolé à ce document, une signature, bref, un document conventionnel tel qu'il est régi dans les normes administratives qui se veulent, voilà, c'est encore en train de passer là, et qu'on serait effectivement en train de savoir que voilà, on peut adosser effectivement ce document-là à une entité ou une autre. Mais vous voyez bien là qu'on a un document qui n'est émargé par personne, on a juste des chiffres, chose qui peut se faire par tout le monde, et ça commence un peu à donner du grain en moudre pour ceux-là, bien évidemment, qui sont dans les différentes expectatives. Donc je pense que toute réserve gardée, on devrait prendre du recul quand on a un certain nombre d'informations, essayer d'attendre au moins pour pouvoir avoir des confirmations sur ces supposés documents, et donc avant de pouvoir y apporter effectivement des réflexions là-dessus. Voilà ce que nous pensons à l'intérieur, bien évidemment, et c'est pour cela que ça ne nous émeut pas trop. On attend voir bien évidemment le 8 et le 10, s'il y a cette fameuse émulation sur le terrain, encore que très peu de personnes y croient véritablement sur le terrain. Donc comment est-ce que cela va s'organiser quand on connaît bien évidemment les acteurs qui sont derrière, qui eux-mêmes ne sont pas sont tributaires d'un certain nombre de faits? Point d'interrogation. Vous comprenez qu'il y a encore beaucoup on est là à un carrefour à multiples voies, aux voies multiples auxquelles on n'a pas de réponse, et il serait quand même assez suicidaire de se prononcer en la matière. Et tout le monde attend de voir ce projet se réaliser, parce que le document qu'on a là à l'image reste un projet de budget détaillé de l'organisation de la grande manifestation du 8 au 10 mai prochain. Mais déjà pour beaucoup, le fait que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'extrême nord décide d'organiser une telle mobilisation cache autre chose. Au sein de l'opposition notamment, on parle de campagne avant la campagne électorale. Est-ce que c'est ainsi aussi qu'on considère ce projet au sein du MRC, Idriss? Madame Mayo, vous savez, l'élection est un processus. C'est pour ça qu'on parle de processus électoral, surtout en ce qui concerne l'élection présidentielle. Donc, ça ne commence pas seulement le jour où on convoque le corps électoral, il y a ce qu'on appelle les pré-campagnes. S'il s'agissait des activités de pré-campagne, j'aurais dit que ce sont des activités très malsaines. Et pour moi, les autorités administratives doivent tout simplement les interdire. Pourquoi on doit les interdire? Premièrement, pour tentative de trouble à l'ordre public. Par la suite, pour des activités sans objet et inopportunes. Pourquoi je parle de tentative de trouble à l'ordre public? Il s'agit quand même de 100 000 jeunes qu'on veut mobiliser. Et vous savez très bien que dans la partie septentrionale, on connaît encore aujourd'hui des problèmes sécuritaires. Les menaces sécuritaires
de la secte islamiste Boko Haram, qui fait encore, n'est-ce pas, des troubles dans cette partie du territoire. Deuxièmement, je pense que ce projet de mobilisation est sans objet parce que les jeunes n'ont en réalité pas besoin qu'on vienne les manipuler. On nous fait comprendre qu'on veut mobiliser 1,4 milliard de francs CFA pour surdoyer, c'est une réalité, les jeunes à l'approche des élections présidentielles. On a besoin qu'on apporte des bilans clairs, les bilans des réalisations et les perspectives, au lieu c'est-à-dire de politiser les jeunes et surtout de distraire tout le monde. C'est une réalité. Au lieu de mobiliser, je vais vous dire quelque chose, Madame Mayo. Malheureusement, la partie septentrionale de notre pays connaît encore des problèmes basiques. Ils ont encore des problèmes de logement. Ils sont encore sous-scolarisés. J'ai eu la chance d'être à Difata, c'est dans l'extrême nord. Je vous assure, je me suis rendu dans l'école publique de Tcheboa. Ce que servait de bâtiment, ce qui servait, n'est-ce pas, de bâtiment qui abrite les enfants, n'était qu'en réalité une petite cabane construite avec des feuilles de paille. Et j'ai rencontré le directeur, il m'a dit que malheureusement, c'est ce qu'on leur a servi. Cette cabane accueillait les enfants de la CIL jusqu'au cours moins 2. Et le directeur, parce qu'il n'y avait pas d'enseignants, était obligé de dispenser les cours aux enfants de la CIL au cours moins 2. Donc, au lieu de mobiliser les 1,4 milliard pour corrompre la jeunesse, parce que c'est un appel à corruption. C'est une stratégie de corruption des consciences. Au lieu de corrompre donc les jeunes, à travers ces 1 milliard-là, il serait mieux d'aller construire les infrastructures. J'ai été à Koza. C'est toujours dans la partie septentrionale de notre pays, à l'extrême nord, notamment dans le Mayo Tsanaga. Koza, c'est le village du ministre Manaouda Malachi. Je vous assure, dans le village de monsieur le ministre, il n'y a pas de centre de santé de qualité. Certains centres n'ont même pas de personnel, pour ne pas dire de matériel, n'est-ce pas, médical. C'est quand même incroyable. On a besoin qu'on apporte des solutions claires, des solutions concrètes aux problèmes des jeunes, au lieu de chercher à les surdoyer avec les fonds, avec l'argent de nos impôts. Moi, je crois que cette stratégie ne doit plus fonctionner parce qu'il y a une prise de conscience collective de la part de nos compatriotes. D'ailleurs, je vais revenir sur les vérités de troubles à l'ordre public. Mon frère Konaté, lui-même nous a fait comprendre ici qu'au sein du RDPC, là je laisse même les troubles sécuritaires, au sein du RDPC, il y a des factions, il y a des oppositions, il y a des personnes qui s'opposent à cette manifestation. Vous comprenez que perçu, n'est-ce pas, dans ce sens, il y a des tentatives de troubles à l'ordre public. Donc les autorités administratives ne doivent lésiner sur aucun moyen pour interdire cette manifestation du RDPC là. La deuxième des choses, moi je crois qu'elle est sans objet parce que nous sommes au moment du bilan. Le président Biya doit nous dire ce qu'il a fait des 7 000 milliards du budget qu'il lui a alloué chaque année, et notamment dans la partie septentrionale de notre pays. Est-ce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, certains compatriotes qui ont été victimes du débordement de la DIC, ils attendent encore le don, l'appui du chef de l'État. Certains d'entre eux attendent encore. On parle des gens qui ont perdu des centaines de bétails, qui ont perdu des hectares de plantations. Mais la source de financement n'avait pas été spécifiée. On parlait d'un don. Le don peut venir de la poche du chef de l'État. Non, écoutez, il s'agit de l'État du Cameroun qui a fait un don à ses sinistrés. Où prend le chef de l'État puise justement l'argent dans les caisses de l'État pour faire des dons. Ce n'est pas son argent à lui, c'est l'argent des Camerounais qu'on apporte pour parler des dons. Et même si on peut se rendre compte qu'elles sont insuffisantes, parce que vous vous avez rendu compte que le MINAT a été de ce côté pour remettre les seaux maçons et quelques morceaux de savon à des personnes qui ont perdu des bétails, à des personnes qui ont perdu des domiciles. Vous comprenez que c'est normal ce que nous voyons. Ça veut dire que c'est un manque de sérieux de la part de nos gouvernants. C'est même une insulte. Et c'est la preuve de ce que, c'est la matérialisation de ce que certains cadres du RDPC traitent nos compatriotes de la partie septentrionale des bétails électorales. Donc, on ne tient pas compte de leurs problèmes, de leurs aspirations. Souvenez-vous, pour la campagne de 2018, le chef de l'État a fait un tour
dans la partie septentrionale. Il a fait une campagne de 6 minutes. Après, après avoir, n'est-ce pas, pris la parole pour faire des promesses à nos compatriotes de ce côté, la campagne s'est arrêtée. Ça a été le seul endroit où il a fait la campagne. Maintenant, 7 ans plus tard, que peut-on nous donc dire, n'est-ce pas, des promesses qui ont été faites lors de la campagne? C'est ça qu'on attend. Le chef de l'État doit nous présenter un bilan. Et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, notamment les militants du RDPC doivent savoir que la période où on mobilisait les jeunes, la période où on mentait les jeunes, la période où on instrumentalisait les jeunes pour toute, n'est-ce pas, forme de politique politicienne, si on peut le dire ainsi, est aujourd'hui dépassée. Nous avons massivement pris conscience. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez voir des personnes, surtout des jeunes, et même de la partie septentrionale du Cameroun, s'intéresser à la chose politique, s'intéresser à la manière par laquelle on gère leur pays. Donc, contrairement à avant, il y a une prise de conscience massive et collective. Donc, les discours, n'est-ce pas, que prêchaient auparavant les militants du RDPC, et justement pour amener ceux de nos compatriotes de la partie septentrionale, allaient suivre massivement, si on peut le dire ainsi. Ces discours-là sont aujourd'hui dépassés. Donc, moi, je pense que, premièrement, cette manifestation ne doit pas avoir lieu. Et ce qu'on attend, je vais encore le dire, de nos gouvernants, ce qu'on attend de ceux qui nous gouvernent, c'est qu'ils apportent des solutions concrètes aux problèmes des citoyens. J'ai été à Mora, Madame Mayo, j'ai coulé des larmes lorsque j'ai vu les citoyens camerounais s'abreuver dans le même étang que les bêtes. Je dis, j'ai vu des jeunes dames, des jeunes garçons puiser de l'eau non buvable, pour ne même pas dire non potable, puiser de l'eau qu'ils, n'est-ce pas, consommaient dans le même étang que les bêtes. Pendant que les bêtes sont en train de déféquer en haut, ils sont ici en train de puiser de l'eau. Voilà un pays qui n'est même pas à mesure de donner, n'est-ce pas, voilà, de répondre aux besoins primaires de leurs citoyens. Mais ça fait vraiment mal. Ce n'est pas une réalité propre uniquement à la région de l'extrême nord. Exactement. Beaucoup de régions sont confrontées à ce genre de réalité. Abdelaziz Konaté voulait réagir. Oui, je voulais justement aller dans le même sens que vous pour dire que bon, là, on est dans un format du déjà vu, déjà connu, et qui plus ou moins est propre, pas seulement au septentrion, est propre à pratiquement toutes les autres régions, excepté peut-être une ou deux du Cameroun aujourd'hui, qui sont dans une situation extrêmement inquiétante. Là n'est pas le problème. Il semble que la réponse à votre question, de savoir pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un vent de contestation affirmé dans la zone septentrionale, de plus en plus, en la faveur du parti au pouvoir, le RDPC, peut puiser ses réponses dans les faits historiques, Madame Mayo. Et il faut, vous savez, j'aime bien rappeler l'histoire parce que c'est important. Le président national du RDPC, qui est à la tête des institutions, donc qui est le garant des institutions, le président de la République, a eu un modèle de gestion politique qui est celle-là, qui est connue, le diviser pour mieux régner. Donc il l'a appliqué sur les 10 régions. Et ça a constitué à fragmenter de manière considérable l'environnement sociopolitique, et ça sur toutes les strates de la société. Sauf qu'il y a eu d'autres qui ont été beaucoup plus intelligents et qui ont su se mettre dessus de ces frustrations-là pour privilégier l'intérêt général. Et bien évidemment, on voit que le développement a suivi dans leur contrée, pas comparativement à d'autres. Mais il faut aussi dire que cette volonté de neutraliser l'élite septentrionale, je vous parlerai du cas de Sadou Ayatou, l'ancien Premier ministre. On a vu comment il est terminé. Je vous parlerai comme ça de Madame Haman Adama. Vous avez vu comment ça s'est terminé. Je vous parlerai de Marafa Hamidou Yahya, pour ne citer que cela. Cette volonté de neutraliser en fait les repères, les points de repère auxquels pouvait s'identifier une génération, a contribué à, si vous voulez, disloquer comme ça les énergies au niveau du septentrion, et donc de permettre à ceux-là que nous appelons la vieille garde, ces soviets qui sont restés à l'intérieur du parti avec une vision communiste, de ne pas permettre de pouvoir laisser ne serait-ce qu'une brèche qui permettrait à ce qu'il y ait toujours un parallèle entre justement la base et le sommet.
Et donc, d'avoir complètement effacé ce pont-là, de l'avoir détruite, ce que vous observez aujourd'hui n'est que la conséquence logique. Et puis, si vous ajoutez à cela, vous pouvez imaginer quand même que les budgets d'investissement pour ces régions-là, vous avez la Damawa en moins de 10%. Vous avez le Nord en moins de 10%, et puis le Septentrion sensiblement 18%. Pour une région, pour 3 régions cumulées qui font quand même, pour une population qui font quand même un peu plus de la moitié de la population du Cameroun. Parce que pour les 3 régions cumulées, vous avez plus de 15 millions d'habitants. Si on étend, est-il que nous sommes autour de 30 millions, chiffre officiel. Au moins, vous avez minimum... Pas officiel, ça reste des estimations. Bon, des estimations. Alors, si au minimum, vous avez pour ces 3 régions, au bas, 15 millions d'habitants, si ce n'est plus. Mais avec le taux de sous-scolarisation, si vous avez les différentes mots qu'on ressasse au quotidien ci et là, notamment sur le plan sanitaire, sur le plan, mais vous avez quand même un problème qui vous prend à la gorge. C'est celui de la croissance de votre population, de la population de ce côté-là, qui est extrêmement jeune, qui a moins de 30 ans, qui a même moins de 25 ans, et qui constitue au jour d'aujourd'hui les plus de 80 à 90% de cette population. Parce que la population vieillissante des plus de 60 ans sont à peine moins de 10%. Et donc, vous avez la génération intermédiaire, la nôtre, qui sensiblement est autour de 15%. Le reste, c'est les moins de 25 ans. Et donc, pour la plupart, qui ont aussi, bien évidemment, avec l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, de la prolifération des smartphones, qui ont une possibilité de voir aujourd'hui le monde autrement que l'environnement dans lequel ils sont, vous voyez que le mélange est assez molotov. Et donc, on se retrouve dans une configuration où les gens ne peuvent plus accepter qu'ils soient en train de vivre dans des conditions aussi précaires, alors qu'il y a les élites des personnes qui sont censées leur représenter au sommet de l'État et qui sont censées justement répercuter les différentes situations qui prévalent au sein de ces villages. Ce qui n'est pas toujours fait. Et alors, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, la situation, on en arrive là parce que il y a donc ceux-là, au jour d'aujourd'hui, qui n'ont plus des assises véritables. Vous savez, c'est facile quand vous arrivez dans une zone qui manque de tout et que pour une bouchée de pain, vous voulez réunir 10 000 personnes, ça vous le faites en un claquement de doigts. Mais quand il faille devoir aller sur des questions essentielles, et c'est à ne pas confondre, parce que même si ce projet assez questionnable arrivait à échéance de réunir 100 000 jeunes dans la partie septentrionale pour marcher dans les dates qui sont annoncées ci et là, mais ça ne garantit rien sur les enjeux à venir d'octobre. Quand vous savez que, en réalité, si pour une bouchée de pain, vous avez des gens qui vivent avec le seuil que vous avez annoncé tout à l'heure, qui est une réalité, ben écoutez, personne ne va cracher sur 5 000 francs. Donc il viendra pour les 5 000. Mais ce n'est pas pour autant, ça ne garantirait pas pour autant le fait que le jour de l'élection présidentielle, que vous ayez les mêmes personnes qui donnent un vote à, bien évidemment, la personne que vous pensez pouvoir leur dicter. Et c'est ça le danger de la chose. Parce qu'il y a cet éveil de conscience-là, malheureusement, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, cette population jeune-là, qui est sous-scolarisée, ou alors qui, avec le peu de moyens, bien évidemment, parce que ce n'est pas du fait de son propre fait, vous me permettrez la tautologie, mais c'est simplement parce que les élites ont complètement échoué. Et ces élites-là sont censées représenter leurs intérêts, bien évidemment, dans les différentes strates de la vie de la nation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est les mêmes qui reviennent sur le terrain pour, une fois de plus, n'est-ce pas, susciter les voix de ces derniers-là, mais qui malheureusement aujourd'hui est une pilule qui ne passe plus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette jeunesse-là veut voir autre chose. Cette jeunesse-là aujourd'hui est fatiguée de pouvoir continuer de se plaindre tous les jours et ne pas avoir de résultats. Imaginez-vous, on a vu en 2018, on a observé ci et là. Moi, par exemple, dans le Mayo Bagno chez moi, ou une route qui, depuis, ça fait maintenant Mathusalem, qu'on attend qu'on nous fasse le ralliement de Magba pour Bagno, ça fait plus de 30 ans aujourd'hui, et que vous imaginez que pour faire 175 km dans les conditions optimales, vous faites 10 heures de route. S'il pleut, comme là ça va commencer, vous pouvez dormir en route pour moins de 200 km. Et que pour quitter de Bagno pour Ngaoundéré, qui est à peine 560 km, vous ne pouvez pas quitter de Ngaoundéré pour Bagno directement. Vous êtes obligé de contourner 3 régions.
C'est-à-dire que vous quittez de Ngaoundéré, vous remontez à Bertois, vous redescendez à Yaoundé, vous repassez par le littoral, vous revenez maintenant à l'ouest pour rentrer encore dans la Damawa. Vous imaginez ces populations et que chaque fois que les élections présidentielles arrivent, on vient, on garde des engins, on dit qu'il y a déjà le financement est prêt, et patati et patata. Et une fois que les élections sont passées, à la minute près, sans aucune forme d'élégance, hein, rassurez-vous, ils n'ont pas besoin de porter les gants pour ça. On vous enlève les caterpillars et tout le reste, et puis c'est parti, et puis vous vous démerdez encore pour 6 ans. Et c'est ce que les jeunes ne veulent plus. Voilà. Ces jeunes qu'on pourrait ne pas voir, les 8, 9 et 10 mai prochains à Marois, si jamais ce projet de mobilisation de 100 000 jeunes arrivait jusqu'au bout, pour Idriss Fosso, Roland Tapi, il faut interdire cette mobilisation. Il faut que le projet ne se réalise même pas, parce qu'il y aura un risque de trouble à l'ordre public. On a vu dans certains partis politiques de l'opposition des simples manifestations être interdites, le cas du MRC, du PCRN, pour ne citer que ces partis-là. Puisque au sein du RDPC, il y a même déjà cette division. On n'est pas tous d'accord sur la tenue de cette mobilisation. Est-ce qu'on peut avoir une autorité administrative qui ait le courage d'interdire une telle manifestation? Oui, il faudrait avoir le courage de vouloir se mettre le président de l'Assemblée nationale à dos pour interdire, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est le président de l'Assemblée nationale, à travers son directeur de cabinet, qui est derrière ce projet. Bien entendu, est-ce que une autorité administrative peut se permettre d'interdire une manifestation qui est organisée par le président de l'Assemblée nationale, qui se veut être pour l'instant le tout-puissant dans la région de l'extrême nord? Là, il faut se poser des questions. Mais dans l'absolu, en réalité, pour des questions qui ont été évoquées tout à l'heure, notamment l'insécurité, il faudrait regarder très bien avant de pouvoir laisser se dérouler une telle manifestation. Mais avant cela, il faut noter que la manifestation en elle-même qui est projetée participe tout simplement du cynisme, c'est le moins qu'on puisse dire, de ces dirigeants qui en réalité n'ont pas une finalité autre que de se faire un peu d'argent si on s'en tient au projet de budget qui est fait là. Cynisme parfois parce que d'abord c'est une manifestation inutile. Notez que ce n'est pas la campagne. Et même si c'était la campagne, on ne projette pas pendant une campagne de manière arrêtée un nombre de militants qu'on attend là pour une manifestation. Or, ici, on a bien fixé un chiffre. Pour quel but? Pour budgétiser. Donc, il y a toujours de l'argent derrière. Deuxième chose, les jeunes, si c'est un appel à candidature, c'est encore plus inutile parce que le président Paul Biya, là où il est, n'a pas besoin de soutien, n'a pas besoin d'appel, n'a besoin de quoi que ce soit pour être candidat à l'élection présidentielle, parce que jusqu'ici, il est, et je reprends les mots du RDPC eux-mêmes, le candidat naturel. Les statuts du RDPC prévoient que le président du parti est le candidat du parti à l'élection présidentielle. À date, c'est encore Paul Biya qui est le président du RDPC. Donc, naturellement, le candidat à l'élection présidentielle. Et pour ça, on n'a pas besoin des appels particuliers, ni des soutiens, ni de quoi que ce soit. Donc, sur le plan légal, c'est inutile tout cela. Mais si on force pour le faire, ou bien on tient à le faire, c'est juste pour des raisons mercantiles qu'il y a derrière, enrobé de cynisme. Cynisme parce qu'effectivement, on est là en train de vouloir utiliser une population qui croupit dans la misère. Les jeunes en plus. Qui n'a pas de quoi manger, qui ne va pas à l'école, ou plutôt qui va à l'école sous les arbres, qui discute des flaques d'eau avec les bêtes, comme le relevait tantôt, qui a tous les problèmes, qui n'a pas de pièces d'état civil. Le ministre du Développement local, je crois que c'était l'année passée, indiquait qu'on avait à peu près... Près de 6-7 000 élèves qui ne s'étaient pas présentés aux examens de ce côté. Faute. De carte d'acte de naissance. D'acte de naissance. Vous voyez le problème, je veux dire, d'identité même qui existe là, dans l'extrême nord, mais auquel on ne fait pas attention. On attend une année électorale comme celle-ci.
honnêtement, depuis 2018, où étaient toutes ces idées-là pour penser à la mobilisation de la jeunesse? Première chose. Deuxième chose, s'il faut mobiliser la jeunesse, est-ce qu'il n'y a pas de meilleures causes, de causes plus nobles pour lesquelles on devrait mobiliser ces jeunes que de leur demander de venir soutenir Paul Biya? Et là où on est, en dehors des frictions qu'il y a au sein du RDPC même, je pense que pour leur propre image, pour leur dignité, les élites autres que du RDPC, de l'extrême nord, devraient mettre tout en œuvre pour que cela ne se passe pas, parce que là, on est en train de donner raison une fois de plus à ceux qui pensent que les populations de l'extrême nord, la jeunesse davantage, est du bétail électoral. Juste utilisé pour, comment dire, laisser croire qu'on a une bonne emprise, une bonne assise électorale, que le parti a une bonne assise là sur la région, alors qu'il n'en est rien du tout. Il faut éviter ça. Les temps sont passés, comment dire, il y a eu évolution depuis. Depuis, on voit dans les réseaux sociaux des gens qui se lèvent pour dire qu'il faut que tous ceux qui pensent que nous sommes les moutons, là, que parmi les moutons, désormais, il y a les chèvres. C'est une façon imagée pour dire, mais faites attention. Et pour finir, je dis que c'est du cynisme une fois de plus. Pourquoi? Parce qu'en dehors de l'inutilité, il y a des raisons vraiment mercantiles derrière. Première raison, le nombre fixé. Qu'est-ce qui garantit qu'on aura 100 000 jeunes là-bas? Rien du tout. Mais on fait un budget sur 100 000. Deuxième chose, sur le milliard 400 millions de francs CFA, quand vous regardez très bien, il va revenir à chaque jeune 5 000 francs qu'on va donner pour la ration et peut-être pour la participation, peut-être 1 500 pour la ration. Ça va être autour de 6 500. Pendant ce temps, vous voyez très bien à côté qu'on parle de l'appui aux autorités administratives qui va autour de 20 millions de francs CFA. On voit l'appui aux autorités traditionnelles autour de 30 millions de francs CFA. On voit, bref, et on dit même qu'à côté, on va sélectionner peut-être 47 jeunes auxquels on va donner 1 million de francs CFA pour les projets. Quel projet de 1 million de francs CFA? Et sur quels critères on va sélectionner les 47 jeunes sur les 100 000 qu'on a mobilisés? Autant dans Toulouse qu'il y a derrière, pour que vous compreniez très bien que pendant qu'on sera en train, au bas mot, en train de donner 6 500 à un jeune pour l'occasion, il y a des autorités traditionnelles, des autorités administratives, je vois là des appuis aux coordonnateurs d'arrondissement à 47 millions de francs CFA, des appuis aux coordonnateurs départementaux de 12 millions de francs CFA. Ça veut dire que chacun va se faire au moins 500 000 francs dans cette affaire-là, pendant que les jeunes qui sont, et c'est l'objet ou plutôt l'élément sur lequel on est en train de s'appuyer pour engranger cet argent, chacun aura 5 000. On voit très bien comment est-ce que on est arrivé au point où aujourd'hui, ce n'est même plus du bétail électoral qu'on veut utiliser, mais plutôt des prétextes pour se faire de l'argent derrière. Pendant que l'enfant aura 6 500, eux vont se faire au moins 1 million à 1 million 500 chacun. Et ça, il n'y a pas plus cynique que ça. Dans l'ensemble, c'est une activité inutile sur le plan légal, improductive, parce que on n'est pas en campagne électorale, et comme disait le panéliste tout à l'heure, ce n'est pas une garantie. Même si un jeune vient se présenter là, ce n'est pas une garantie qu'il donnerait sa voix au président Paul Biya le moment venu. Donc, au final, se pose bien la question, est-ce que ces gens qui sont à la tête de ces mouvements, est-ce qu'ils sont conscients de ce que les enjeux sont aujourd'hui ailleurs, que les populations ont besoin d'autre chose, que les populations ont besoin d'avoir une route sur laquelle on marche, d'entrer dans la maison et avoir de l'électricité, de pouvoir ouvrir le robinet et trouver de l'eau, ou plutôt aller à un point de forage et pouvoir avoir de l'eau. S'il faut aller en classe, qu'on aille s'asseoir dans une classe, que d'être sous les arbres, assis sur des morceaux de bois, à la merci du vent et de l'orage et tout ça là. Ça, ils ne voient pas ça. On voit plutôt comment on va mobiliser les jeunes derrière Paul Biya, lequel n'a pas demandé, en passant.
Mais pourtant, ce sont des... Pourtant, ce sont des activités fréquentes. Voilà, que ce soit dans la région de l'Ouest, en suivant encore l'actualité du NON, que ce soit à l'Est, dans toutes les régions, on voit à chaque fois des meetings de soutien au président de la République. Sauf que justement, et ce n'est pas la première fois. Le président de la République n'a jamais demandé ça. Comme je dis justement, il a la garantie qu'il va être candidat, donc il n'a pas besoin de tous ces mouvements-là. C'est justement des événements qui sont organisés par des gens qui veulent s'appuyer dessus pour se faire d'abord des prébendes personnelles ou bien se mettre en vue et laisser croire qu'ils travaillent beaucoup sur le plan politique, sur le terrain. Au-delà même de se mettre en vue, en réalité, n'oublions pas une chose, Madame Mayo. Il y a une volonté de caporaliser la scène politique septentrionale par un certain nombre d'irrédentistes, des personnes qui aujourd'hui n'ont plus rien à apporter en réalité, parce qu'ils ont accompagné le chef de l'État, en tout cas du moins le chef de l'État les a fait confiance, ils ont accompagné le chef de l'État, mais ils n'ont pas su justement implémenter la confiance du chef de l'État. Il faut dire que le chef de l'État, plus d'une fois, concernant ces motions d'appel de soutien, de motions de soutien au chef de l'État, a été clair. Il leur a dit, j'ai pas besoin d'être aimé, j'ai besoin qu'on aime le Cameroun. Ça, c'est ce qu'il a dit à une de ses créatures. Et il faut savoir que, une fois de plus encore, cette motion de soutien, jusqu'ici, l'approbation du chef de l'État, il n'y a aucun communiqué officiel qui a effectivement attesté du fait qu'il y ait une approbation du chef de l'État, puisque le cabinet civil, tout au moins, aurait au moins appuyé ce communiqué-là pour un mouvement d'une ampleur de cette nature-là. C'est pour cela que je dis qu'il faut quand même qu'on soit assez prudent et qu'on évite de lire dans des boules de cristal. Parce que, en même temps, on a un document qui circule sur les réseaux sociaux, peut-être qui est finalement en train de faire l'effet escompté. C'est-à-dire que de s'inviter sur les plateaux de débat, dans les discussions, alors qu'en réalité, il n'y a pas matière d'être. Et que ce serait simplement une opération de teasing de plus. Que bien évidemment, ceux qui veulent avoir le pouls de ce qui se fait, puisque jusqu'ici, il y avait comme cette inquiétude de savoir que pratiquement toutes les autres régions se sont prononcées, mais la zone septentrionale reste curieusement assez silencieuse. Est-ce que par ces opérations de teasing, c'est de pouvoir mesurer véritablement le pouls qui se fait? Point d'interrogation. Donc on ne peut pas, sur la base d'un document non officiel, commencer à déployer un certain nombre de réflexions objectives. Il faut préciser, vraiment sans couper, que si le document projet de budget n'est pas signé, il y a bien d'autres documents précédents qui ont été bien signés, qui parlent bien, qui annoncent bien cette manifestation. Je suis d'accord, sauf que pour le moment, comme ça reste un projet et que ça doit être soumis pour l'approbation, bien évidemment, de la présidence de la République, qui plus y est le président de la République, qui va faire l'objet quand même d'un communiqué, pour le moment, on ne peut donc pas pouvoir, effectivement, c'est un projet. Mais le projet, lui, il évolue. Oui. On est parti de l'annonce à la répartition des charges. Oui, le projet aujourd'hui au budget. Le projet, c'est qui est normal, évolue. Même ici dans votre média, quand vous avez. Pourtant, il a connu des contestations depuis le début. Ce qui est normal, ça fait partie bien évidemment de l'environnement socio-politique et même culturel dans lequel on est. Et ça fait partie de la vie même politique dans laquelle nous sommes tous engagés. Maintenant, c'est un peu comme dans votre média, vous avez un projet sur une nouvelle émission, vous le montez, il y a des budgets, il y a tout ce qui va avec. Mais la dernière approbation, c'est le président directeur général de Balafon. Et ce n'est pas une autre personne. Donc, pour le moment, c'est un projet, bien évidemment, qui reste encore en suspens et pour lequel nous ne devrions pas quand même, me semble-t-il, dépenser autant d'encre et de salive sur, bien évidemment, quelque chose qui ne surprend plus. Quand on sait que ce n'est pas nouveau, les frasques à l'intérieur, bien évidemment, par nos dirigeants, qui généralement ça s'avère être des experts en production de projets pharaoniques, mais qui s'avèrent être finalement que des éléphants blancs. Donc, en réalité, il me semble que nous ne devons pas perdre de vue l'essentiel. L'essentiel, il me semble, c'est une opération de teasing de plus, mais qui veut pousser le vice, effectivement, comme le disait M. Tchapi tout à l'heure, qui veut pousser le vice un peu trop loin. Essayons de voir maintenant si effectivement cette opération de teasing va être menée à bon escient. Parce que dans tous les cas de figure, Madame Mayo, le revers de la médaille, c'est que si cette opération est menée jusqu'à son terme, ne soyez pas surpris des corollaires qui vont en découler après, bien évidemment, ces manifestations-là. Ça va être une catastrophe. Or, pour le moment, qu'on le veuille ou pas,
le RDPC a encore une emprise suffisamment conséquente dans la zone septentrionale. Il y a bien évidemment des griefs, et ce n'est pas que au septentrion, c'est dans tout le Cameroun. Oui. Mais le RDPC a une assise encore suffisamment conséquente qui leur permet de pouvoir quand même garder encore quelques cartes dans les mains qu'ils ne doivent surtout pas perdre par cette aventure folle. Oui, Idriss. Ben, moi, je pense que nous avons fait une peinture de la situation sociopolitique et économique de la partie septentrionale. Et je pense que cette peinture, tout le monde peut le constater, est péjorative. C'est-à-dire que ce que vivent nos compatriotes de ce côté. Le système RDPC, et je me suis réjoui de ce que mon frère Konaté l'a rappelé, c'est-à-dire est habitué à gouverner des gens par le cynisme, par les politiques de machiavélisme. Il a dit qu'il faut diviser les gens pour mieux les régner. Mais sauf que il faudrait qu'on comprenne que ces stratégies machiavéliques ne font plus recette de nos jours. Vous avez par exemple les appels à candidature et les motions de soutien. C'est vrai, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais pour quel fond? Souvenez-vous, en 2008, le chef de l'État avait justement, disons, les gens du RDPC, certains dirigeants, avaient mobilisé les gens dans leur contrée pour donner l'impression que les 10 régions appelaient à la candidature du chef de l'État. Et le chef d'État avait par la suite utilisé cela pour lever le verrou de la limitation du mandat. Mais sauf qu'aujourd'hui, on se rend tout simplement compte que, d'ailleurs, vous allez voir tous les élites qui se cachent derrière ces motions d'appel à candidature et les motions de soutien. C'est des gens qui sont visés par l'opération Épervier. C'est des gens, n'est-ce pas, dont les caméras sont braquées sur eux. Souvenez-vous des rapports de la Chambre des comptes sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la Covid-19. Il s'agit de 3 rapports. Vous avez des ministres, des ministères qui sont clairement cités n'est-ce pas, qui ont détourné l'argent qui était destiné à sauver des vies. Le ministre Manaouda, qui lui-même avait, à l'extrême nord, appelé, n'est-ce pas, à la candidature, mobiliser les gens pour appeler à la candidature du chef de l'État. Je pense tout simplement qu'il s'agit là des personnes qui, conscients de ce que leur existence politique, n'est-ce pas, est conditionnée par le fait que le chef de l'État doit toujours être aux sphères de l'administration. Ils veulent donc tout faire pour faire maintenir le chef de l'État là-bas. Mais sauf que ça ne doit plus, on ne peut plus continuer à vivre, dans un tel contexte. Les Camerounais méritent mieux. Après donc cette peinture de la situation dans l'extrême nord, moi je pense qu'il est important de faire des projections. Est-ce qu'on doit continuer à vivre dans un même contexte? Je ne pense pas. C'est la raison pour laquelle ils sont nombreux qui se lèvent de plus en plus, pas seulement à l'extrême nord. Ils sont nombreux dans toutes les régions qui se lèvent et disent qu'on ne peut plus continuer à vivre dans un tel contexte et disent qu'il faut une autre alternative, il faut une autre, c'est-à-dire un autre pouvoir, un autre ordre gouvernant pour notre pays. Il faut que nous puissions expérimenter un autre système. Il faudrait que nous ayons un autre exécutif pour implémenter des réformes. Je voudrais dire quelque chose. En réalité, les jeunes au Cameroun, en particulier, sont très martyrisés. On les utilise pour des raisons politiciennes. Mon frère Konaté a parlé ici de la volonté du chef de l'État, n'est-ce pas, à renouveler, d'apporter un sang neuf. Et ça m'a fait penser à sa sortie de 2018, la sortie du président, où il parlait de la transition générationnelle. Et donc, quelques mois de son discours à la nation, il y a eu un remaniement ministériel. Je me suis amusé de faire une comparaison entre les différents âges des personnes qui ont été promues. Mais écoutez, c'était des octogénaires et des septogénaires. Il n'y avait pas eu de jeunes dans le gouvernement mis sur pied par le président de la République. Et quelques années seulement, ça dit que 2 ans de 2018, il y a eu une élection, les élections territoriales, législatives et municipales. J'ai essayé de faire une étude pour voir qui sont ces jeunes-là dont le chef de l'État parlait en faisant allusion à la transition générationnelle. Je n'ai pas vu de jeunes députés, je n'ai pas vu de jeunes maires, et ainsi de suite. Donc voilà donc cette politique de tromperie dont a été habitué le chef de l'État pour nous gouverner. Mais je voudrais dire quelque chose et peut-être passer un message particulièrement au chef de l'État et surtout à l'ensemble, n'est-ce pas, de son gouvernement. On peut tromper un peuple pendant une partie de temps. On peut tromper une partie du peuple pendant tout le temps,
Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans les quartiers, c'est tout le monde qui s'intéresse aujourd'hui à la gestion de la chose de son pays. Nous sommes tous conscients, nous savons très bien ce qui est bien pour nous. Qu'ils sachent que tous les Camerounais ont tourné le dos au RDPC. Et le RDPC n'existe aujourd'hui que parce qu'il a été étatisé. Quand même. Les Camerounais, dans leur immense majorité, certains Camerounais. Les Camerounais, dans leur immense majorité, ont tourné le dos au RDPC. Et je vais vous dire pourquoi, Madame Mayo. Vous vous basez sur quoi pour dire que les Camerounais dans leur majorité? Justement, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez, lorsqu'on coupe la lumière dans mon quartier, ça ne trie pas les domiciles. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, bon, on coupe bien que dans la maison du MRC, ainsi de suite. Ça prend tout le monde, c'est tout le monde qui en est victime. Lorsqu'on augmente le prix du carburant au Cameroun, le gasoil est à 800 quelque chose. En Guinée équatoriale, il est à moins de 500. Au Nigeria, nous sommes à 480 francs. Le Cameroun qui est producteur, n'est-ce pas, de pétrole, voilà à combien on nous facture le prix. Donc, lorsqu'on augmente le prix du pétrole comme ça, quand le militant du RDPC part à la station, il ne présente pas la carte du membre du RDPC pour consommer à un prix moins bas que tout le monde. Mais donc c'est pour dire que, justement, c'est pour dire que tous les Camerounais, disons les Camerounais dans leur immense majorité, sont victimes des affres de l'administration de M. Biya. Et on ne peut plus continuer à vivre dans un tel contexte. Vous n'avez qu'à voir, ils sont nombreux dans les quartiers qui s'inscrivent massivement sur les listes électorales. Nous avons besoin du mieux-être. Et on peut en avoir parce que nous avons la chance d'être quand même dans un pays qui, n'est-ce pas, a bénéficié d'un certain nombre de ressources. On ne peut pas comprendre que le Cameroun, quand même, qui a dans les 58 départements, bénéficie, n'est-ce pas, des cours d'eau et que nous ayons encore des problèmes énergétiques. C'est tout ça parce qu'il y a eu un échec des politiques gouvernementales. Il est donc important que nous ayons d'autres personnes qui viendront, comme le MRC par exemple. Au-delà de l'échec dont vous parlez, est-ce que les Camerounais, vous n'avez pas l'impression aussi que les Camerounais se sont eux-mêmes laissés endormir? On a vu ce projet de budget dans lequel on promet pratiquement 5 000 francs aux jeunes qui iront à la mobilisation. Le RDPC est un peu coutumier de ça. Lorsqu'il y a défilé, ainsi de suite, on promet les 2 000 francs. Et il y en a même qui réclament leurs 1 500 après et tout, qui ne sont pas distribués après la manifestation, après le défilé. Ce ne sont pas les Camerounais eux-mêmes qui se sont laissés duper d'une manière ou d'une autre? Madame Mayo, j'ai eu la chance de lire Le Prince de Machiavel. Et Machiavel dit dans son livre que pour, n'est-ce pas, mieux contrôler un peuple, il faut le maintenir dans la domination. Il faut le maintenir dans la dépendance. Donc, tout est donc mis en œuvre pour rendre le peuple dépendant. On parle par exemple des 5 000 francs. Pour l'extrême nord, c'est même les 5 000 francs, c'est quand même quelque chose, on peut dire entre guillemets, considérable. À Yaoundé, vous avez vu, je crois que c'était l'anniversaire du RDPC, je crois, des trucs comme ça. J'ai eu des amis étudiants qu'on a mobilisés, on leur promettait 2 000 francs. Madame Mayo, je crois que nous avons tous été à l'université. Vous savez ce que peut représenter 2 000 francs pour un étudiant. Donc, ils se déplacent donc parce qu'ils savent quand même que 2 000 francs, ça va me faire des photocopies et par la suite. Mais sauf que même ces 2 000 francs ne sont pas remis. Ils ont même fait des plaintes pour dire que mais remettez au moins les 2 000 francs que vous nous avez promis. Vous pensez que si ces jeunes-là étaient, n'est-ce pas, œuvrés, c'est-à-dire que si ces jeunes avaient du travail, vous pensez que si on ne les avait pas désœuvrés, ils seraient aptes à aller dans les marches d'un parti pour recevoir 2 000 francs par la suite? C'est quand même toute une journée perdue. J'ai vu, pour un autre parti d'opposition, on leur a promis 3 000 francs pour 2 heures. Donc, vous comprenez que voilà comment on endort un peuple, voilà comment on maintient un peuple dans la domination et par la suite, et c'est encore très grave en ce qui concerne nos frères du Grand Nord et donc les amis de M. Konaté, n'est-ce pas, les traites de bétail politique. C'est-à-dire que on les martyrise pour les maintenir dans la domination. Ce qu'ils doivent comprendre aujourd'hui, c'est que, comme je l'ai dit, il y a une prise de conscience collective. Au Cameroun, il y a 2 types de citoyens. Il y a une minorité bourgeoise, une minorité, n'est-ce pas, de jouisseurs
qui contrôlent notre budget, qui, n'est-ce pas, sont dans toutes les sphères de l'administration. Et parallèlement, on a les autres d'en bas en bas qui n'ont pas les chances comme les autres. Malgré le fait d'avoir été à l'école, malgré le fait d'être diplômé, malgré le fait d'être compétent dans leurs différents domaines, c'est aussi, n'est-ce pas, l'une des réalités du Cameroun. On a la chance d'avoir des jeunes qui sont compétents, on a la chance d'avoir des jeunes, n'est-ce pas, qui ont des connaissances dans les domaines variés. Mais sauf que ceux-ci sont martyrisés. Pourquoi? Parce que, premièrement, ils n'acceptent pas toujours les pratiques qu'on leur pose. Je pouvais faire un certain témoignage ici, mais je ne fais pas. Aujourd'hui, l'une des conditions essentielles d'ascension sociale et politique, c'est le fait d'adhérer dans une secte magico-spirituelle. Et c'est ce qu'on propose aux jeunes, surtout dans les universités. Voilà donc, une fois diplômé, une fois avoir acquis les connaissances, vous ne pouvez pas travailler parce qu'on vous impose des conditions contre nature. La conséquence, c'est qu'ils vont rentrer dans les quartiers. Mais est-ce que c'est la faute du RDPC? Mais c'est eux qui gouvernent. C'est sûrement la faute de ce pouvoir politique du RDPC. C'est noté, Idriss. C'est la raison pour laquelle ils sont vomis aujourd'hui. Tous les jeunes savent ce qui est bien. Pas seulement les jeunes. Tous les citoyens camerounais savent désormais que le RDPC a échoué et il n'est plus question de refaire confiance à ces gens. C'est noté, Abdoulaziz Konate. Chaque génération, dans une relative opacité, Madame Mayo, doit découvrir sa mission. La remplir ou la trahir. France Fanon. Nous devons, et c'est notre Idriss, il faut qu'on soit d'accord dessus, c'est notre responsabilité intellectuelle, historique, de avoir avec notre génération le discours de vérité. Nous devons avoir le discours de vérité, sans transigence aucune, sans toute forme l'encadrer de quelques considérations, qu'importe bien évidemment ce que cela peut coûter à chacun d'entre nous. Nous devons tenir le discours de vérité parce que le Cameroun de demain, c'est le nôtre. Il faut savoir que c'est facile quand on regarde de l'extérieur. Vous savez, c'est comme une entreprise. Quand vous êtes de l'extérieur, quand vous êtes un employé et que vous n'êtes pas à la tête de l'entreprise, c'est facile que vous faites des critiques au patron. Mais il faut être un entrepreneur pour savoir ce qu'est les réalités de l'entrepreneuriat. Ou alors il faut être un patron. Quand vous êtes un patron, vous vivez les réalités que ceux qui sont en bas ne peuvent pas comprendre. Et toute personne qui aspire à gérer un pays aussi complexe que le Cameroun doit absolument intégrer cette valeur-là. Parce que, voyez-vous, nous sommes quittés d'où pour en être où nous sommes aujourd'hui. Et les problèmes, malheureusement, Madame Mayo, ils vont jamais, ça ne va jamais disparaître. Il y aura toujours des difficultés auxquelles il faut apporter des réponses. Il y aura toujours, autant que la vie est vie, il y aura toujours des épreuves. C'est inhérent à notre condition humaine. Nous sommes quittés d'un système néocolonial avec la privation de la parole, avec vraiment l'esprit du colon dans toute sa brutalité des années 60 aux années 70, 80, 90, au discours de la Baule, qui est la libération de la parole, qui est l'avènement du multipartisme, qui est l'avènement, bien évidemment, d'un certain nombre de libertés, qui n'étaient pas possibles d'où nous venions. Et bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un autre combat. Celui-là aujourd'hui de la libération totale et de l'affranchissement complet de notre dignité en tant qu'être humain que nous sommes les Africains. Ce n'est pas un problème propre au Cameroun. Quand vous voulez faire de l'analyse, et c'est ce que je reproche souvent aussi un peu à nous tous dans le giron politique, c'est que nous ne donnons pas l'impression qu'on vient avec une baguette magique pour résoudre des problèmes. Et qu'on a déjà dessiné un fantôme sur le mur qu'on a appelé ADPC, UNDPM, RC ou je ne sais pas moi quoi. Non! C'est des problèmes qui sont inhérents à la gestion de la vie d'un État, auquel si vous êtes demain aux affaires, vous allez y être confronté. Et vous devez apporter des réponses dans le contexte qui est le vôtre. Ce n'est pas le président Paul Biya qui a brûlé la Sonara. Ce n'est pas le président Paul Biya qui a demandé, qui a exercé des pressions énormes pour que nous puissions arriver, par exemple, à la privatisation de certaines sociétés. C'est le président Paul Biya, contre toute attente, qui a créé une armée qu'on appelle le BI, qui est une référence sous-régionale aujourd'hui. Qui c'est là? Non,
qui est une référence régionale, dit mais vous ne pouvez pas imaginer les combats que nous avons eus pour que nous mettions le BIR avec certaines forces exogènes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on aurait aimé avoir des États, des géants en pied d'argile comme c'est là au Congo. Où vous avez un petit pays de 15 millions d'habitants qui vient menacer un pays avec 100 millions d'habitants. Parce qu'ils ont une armée de façade. Mais personne n'a noirci complètement. Non, je veux dire que Madame Mayo, je veux dire que je parle de manière globale. Comprenez? Quand on veut porter une analyse, on doit prendre en considération un certain nombre de facteurs que nous connaissons tous qui existent. Maintenant, ce n'est pas pour dédouaner les dirigeants. Parce qu'effectivement, les modèles qu'on choisit peuvent être discutables. Le nôtre, il a été celui de l'endettement. On est sorti des programmes PPTE, on a fait des choix stratégiques qui n'étaient pas bons. On le sait. Ces choix stratégiques aujourd'hui nous conduisent à la conséquence des causes dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Tout ce qui est en train de, les corollaires qui sont en train d'être décriés ici sont les conséquences de ces choix stratégiques. Mais ce n'est pas pour dire pourtant que nous n'avons pas des acquis considérables, sur lesquels, dans tous les cas de figure, que l'après-président Paul Biya, qui n'est pas une fatalité dans tous les cas de figure, puisqu'il faudrait bien qu'il puisse passer, comme lui aussi, le président lui a cédé la main, et sur lequel s'adossera bien évidemment ceux qui seront là demain pour pouvoir continuer la dynamique de la construction d'une nation qu'est le Cameroun. N'oublions pas que ça fait quand même à peine 60 ans que nous sommes sous la forme actuelle. Et que ce n'est pas en 60 ans, bien évidemment, sous la forme actuelle, je dis bien. Sous la forme actuelle, c'est-à-dire que celle qui a été voulue par ceux qui nous ont bien voulu, de par ce qu'ils ont appelé indépendance. Encore que c'était des réserves. Oui, non, mais ça fait à peine 60 ans que nous sommes sous la forme actuelle, 70 ans, 80 ans, dans tous les cas de figure, dans le schéma dans lequel nous sommes. Et donc, c'est une phase qui a son lot de quotidien, bien évidemment, au fil des décennies. Donc, la décennie qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement s'adosser sur le travail de nos pères fondateurs. S'adosser, essayer de faire un bilan objectif de ce qui n'a pas été fait et de ce qu'il faut faire sur la base de ce que nous avons. Je tiens quand même à vous préciser que... Vous allez chuter, on va sortir par là. Malheureusement, j'ai l'impression que quand il s'agit de RDPC, on écoute parlez avec émotion. Non, non, on n'écoute pas, jamais, vraiment. C'est une vanne que j'envoie comme ça, mais je voulais dire que n'oublions pas quand même que le Cameroun reste sur le plan sous-régional une référence, que ce soit même en matière, c'est vrai, beaucoup est à faire, mais même sur le plan de la santé. Nos voisins du Tchad, c'est ici au Cameroun qui viennent se soigner. Nos voisins de la Centrafrique, c'est au Cameroun qui viennent se soigner, notamment à l'hôpital général de Douala. Est-ce qu'ils vont dans les hôpitaux des localités reculées de l'extrême nord, par exemple? C'est pour dire que nous avons quand même des acquis. Je dis que beaucoup reste à faire, mais il ne faut pas qu'on donne l'impression que rien n'est fait ou que c'est le chaos. Est-ce que vous comprenez? Ça reste votre avis, parce que jusqu'à preuve de contraire, nous sommes les premiers, si on revient sur le cas du Septentrion, qui sont victimes de ce mal-être-là, qui effectivement se fait vivre au quotidien. Mais ce n'est pas que sur les 10 régions du Cameroun que nous avons aujourd'hui au Cameroun, nous sommes les plus à plaindre. Mais il y a bien évidemment matière encore à faire. Et ça, nous sommes tous d'accord au moins que il y a un problème de gouvernance au Cameroun. Et on verra si le mécontentement de l'extrême nord va se matérialiser dans les prochains jours avec cette rencontre qui est annoncée du 8 au 10 mai prochain. La mobilisation de 100 000 jeunes pour soutenir la candidature du président de la République, Paul Biya. C'est une actualité à suivre naturellement. Merci à nos invités. Merci Roland Tsapi, merci Abdelaziz Konaté, merci Idriss Fosso. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée. Rendez-vous demain 19h30.